Alors voilà, donc bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là pour cette leçon. Donc voilà, je le disais avant de lancer l'enregistrement, mais en fait, vous voyez afficher à l'écran la leçon 10, parce qu'en fait, la leçon 10, c'est le support que vous avez reçu la dernière fois, il y a une semaine. Donc idéalement, vous avez eu le temps de travailler la leçon 10, mais comme je le rappelais aussi, on passe la première partie de la leçon à faire une restitution. L'intérêt de la restitution, c'est que cela nous permet de pouvoir travailler l'écoute aussi, la mémorisation des strophes que peut-être nous avons donc mémorisées, de pouvoir rafraîchir ce que nous avons vu lors des précédentes leçons sur ces différentes strophes. Et puis ensuite, deuxième partie de leçon aujourd'hui, on voit le contenu de la leçon 11. Alors dans ce cas-là, j'irai chercher la leçon 11 et je vous parlerai de la leçon 11. Le petit chemin des individus, excellent. Mais pour l'instant, eh bien, donc restitution et puis ensuite prendre refuge, la strophe d'aujourd'hui. Voilà. Alors, on va commencer par une restitution. Vous vous souvenez que le principe de la restitution, bah, il est tout simple en fait. Le principe de la restitution, c'est tout simplement de pouvoir énoncer, j'entends oralement, la strophe que peut-être vous avez mémorisée ou alors que vous souhaitez lire. Et puis pour nous qui écoutons, c'est un exercice d'écoute, c'est-à-dire d'écoute dans le sens aussi de repérage du sens. Qu'est-ce qu'on capte? C'est un peu l'exercice qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on capte? Qu'est-ce qu'on entend? Donc ça veut dire que c'est un travail aussi d'écoute active, d'écoute consciente, pourrait-on dire. C'est pas juste écouter comme ça, c'est vraiment écouter en essayant de comprendre. Et pour développer aussi cette habitude que l'on peut prendre idéalement, qui consiste à comprendre le tibétain. Non seulement le lire, non seulement l'analyser, mais aussi s'habituer, on pourrait dire phoniquement, à l'entendre. Ok? Donc voilà, on va faire l'exercice. Donc on part sur ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une strophe que vous avez mémorisée. Ça peut être la toute première, et on est bien d'accord quand je parle des strophes, c'est toutes les strophes. C'est-à-dire dans le texte qu'on appelle les 37 pratiques, il y a, vous l'avez vu, des strophes qui ne sont pas comprises dans les 37 pratiques. Mais là, c'est vraiment quelques strophes que ce soit, prises dans les 37 ou pas. Voilà, qui veut se lancer? Allez-y. Faites preuve d'un audace extraordinaire. Je suis sûr que vous êtes téméraire et que vous avez envie de vous lancer. Non, mais comme ça, c'est sympa. On écoute ce que vous avez étudié et puis, bah, voilà, on avance. Sinon, je vous désigne. Hein, c'est terrible d'aléatoire, ça. Tu peux commencer si tu veux. Mais bien sûr, vas-y, Thibaut. Je fais laquelle Ah, tu fais celle que tu veux. Alors, on est bien d'accord. Là, on écoute attentivement. On essaye de repérer le sens des mots. Ok? Ok. Alors, Kantang Tokna, Tuksum Pelgyorshin, Tusam Gompe, Jawa, Nyamgyurpa, Chamtang Ninje, Mepar Kyurjepe, Troknien Pongwa, Gyalse Laklenyin. Ok, Ah, je Jonglen sais pas pour trouvé. Lane. Oui, bien sûr. Peut-être que je pense, je ne sais pas comment vous le percevez, mais moi j'aurais besoin d'une deuxième écoute. Ça pourrait me faire du bien, non? Alors tu vas la redire. Et si tu peux la dire lentement avec Ouais. fluidité, c'est pas mal, hein? Donc je vais quand même vous donner une piste. Il s'agit de Jongen Pongwa, c'est-à-dire abandonner les mauvaises amitiés, hein. C'est laquelle de strophe déjà? C'est la quatrième, non? Ou cinquième? C'est la 5, ouais. C'est la 5 dans le sens de la cinquième pratique, non? Cinquième strophe, ouais. Ouais. Alors pas vraiment la cinquième strophe, mais la cinquième pratique, je Ouais. crois. Ok, très bien. Ouais. Vas-y. Mhm. Alors, on Ouais. réécoute bien attentivement. On sait déjà, c'est Jongen Ponwa, hein, donc l'abandon des mauvaises amitiés. Donc, Dajeda est là, il y a déjà une piste. Je t'écoute. Quoi? Nous t'écoutons. Excusez-moi. Kantang Tokna, Tuksum Pelgyorshin,
Sam Gompe, Chawa, Nyam Gyurpa. Chamtang Ninje, Mepar, Kyurjepe, Choknien Pongwa, Gyalse Laklenin. Il y a juste le début. Comment tu le prononces, le début? Ça m'intéresse de l'entendre encore. Kangtong, Chokna, Chokna. Kangtangdona. Ah oui, d'accord. Kangtangdona. Oui, d'accord. Ok, très bien. Ah ouais, moins de G, plus de... Ouais. De 4, Non, non, c'est simplement. Ok, non, non, mais ça va bien. Ouais, non, tout à fait. C'est juste besoin de repérer. Dongen Pongwa, Dongen Pongwa, Dongen Pongwa, Dongen Pongwa. Ouais, on l'a là à l'écran, hein, si jamais. Dongen Pongwa. Ok. Kangtangdona, Dogna. Alors, Dogdona, Kangtangdona. Kangtangdona. Tuksum. Alors par contre, le tuksum, moi j'avais pas bien repéré. C'est vraiment tuksum. Hein. Kangtangdona, tuksum peljurshing. Hein, peljurshing. Kangtangdona, tuksum peljurshing. Ensuite, vas-y, répète-la encore, je pense que ça peut nous faire du bien. Kangtang Chokna, Tuksum Peljurshing, Sam Gompe, Chawa, Nyamgyurla. J'ai appris avec Nyamgyurpa. Ouais, Namdurla, Namdurpa, bon mais ça c'est pas... Bon bah écoute, franchement déjà tu l'as mémorisé, bravo. Hein. Namdurla, Namdurpa, ça va quoi. Cham Tang Ninje Mepar, Gyur Chepe, Choknen Pongwa, Gyalse Laklenin. Dongen Pongwa, Gyalse Laklenin. Ok, non mais top, très bien. Dongen Pongwa, Gyalse Laklenin. Ok, est-ce que... Alors maintenant, le but, c'est évidemment de voir ce que vous aurez peut-être réussi à attraper au vol. Et c'est vraiment attraper au vol au départ, hein, parce qu'à moins de la connaître par cœur soi-même, et puis de l'entendre et tout de suite, hop, il y a la mémorisation qui arrive. Sinon, Kangtangdona, Tuksum Peljurshing, Te Samgompe Chawa, Nyamjurla, Chamtang Ningje Mepar, Churchepe, Jongen Pongwa Gyalse Laglenin. Alors, par exemple, voilà, je vois Richard et Cathy, ça fait un moment que je ne vous ai pas en vignette, donc je vais en profiter. Donc Cathy, on commence par toi. Qu'est-ce que tu as repéré? Pour autant, voilà, pour autant que tu aies repéré, ça peut être très simple. Hein, on n'a pas besoin de faire tout juste, hein, évidemment pas. Alors j'ai repéré Sam Gompe, Nyam, Tawa, Nyam, Gyurla. Très bien. Te Sam Gompe. Alors, Chawa Nyamgyurla après. Hein. Chawa Nyamgyurla. Chawa, très bien. Chawa, ça veut dire Chawa. Chawa, faire. Non, les actions. Les actions, c'est encore mieux, effectivement. Le verbe faire, ce sera chepa. Mais chawa, c'est vraiment les actes, les actions. Et te samgompa. Donc, c'est entendre. Sam, c'est réfléchir. Gom, c'est méditer ou... Impeccable. Donc, te samgompa. Ouais, tout à fait. Excuse-moi, ouais, vas-y. Nyam, c'est se détériorer. Nyamgyur, se détériorer. Tout à fait. Namgyur. Hein, Nyamgyur. Est-ce que quelqu'un peut faire un petit commentaire sur le Nyamgyur, histoire de dynamiser là le petit groupe? Nyamgyur, ça vous tic-tic, ça vous fait un petit signe ou pas? Nyamgyur, par rapport à ce qui a été expliqué. Ouais, je vois Richard, tu as ouvert ton micro. Oui. Nyam, c'est ensuite se détériorer. Et Gyur, c'est l'auxiliaire du futur. Exact. Se détérioreront. Tout à fait, se détérioreront, c'est-à-dire ces actions d'écoute, de réflexion et de mise en œuvre ou d'habitude, donc de méditation, si on peut le voir comme ça, se détérioreront. Avec ceci de particulier dans le gyur, ou tchur, ou djur, ici djur, plutôt que tchur, gyur, c'est le fait du caractère non volitif de l'action. C'est-à-dire c'est clairement pas du tout volontaire. C'est-à-dire ça se détériore. Qu'on le veuille ou non, ça se détériore. Et c'est pour ça qu'on utilise à la fois nyam, qui est évidemment un verbe non volitif, et puis gyur, qui est un auxiliaire aussi pour les verbes non volitifs.
Donc voilà, juste petite précision. Est-ce que quelqu'un a repéré autre chose? Tuksum Belgiorching. Tuxum, absolument. Tuxum Peldurushin, nous dit Marie-Pierre. Tuxum Peldurushin. À Tuxum, alors là tu le connais bien sûr par cœur, je pense maintenant. Les trois poisons. Les trois poisons. Et puis Peldur, on voit la différence entre Peldur et Nyamdur. Hein, on est vraiment dans l'opposition, dans la construction. Et puis Peldur, ça veut dire Augmente. Augmente, se développeront. Hein, c'est vraiment l'idée d'un développement qui se fait comme le développement d'une plante qui se fait automatiquement, sans qu'on ait besoin, on a vu ça en stage là dernièrement, sans qu'on ait besoin de tirer sur la plante, elle se développe d'elle-même. Donc c'est c'est vraiment le développement, pel, impeccable. Est-ce que ensuite dans les deux dernières phrases, peut-être pour quelqu'un d'autre, cham tang ningje me par churchepe, et là on a churchepe, Dongen Ponwa Gyalse Lagleyin, est-ce que dans le Chamtang Ninje me pas? Chamtang Ninje. Ouais, absolument. C'est amour et compassion. Amour et compassion, absolument. Et puis quand on dit mais pas? C'est quand il n'y a pas. Quand il n'y a pas. Est-ce que par exemple, tu pourrais dire, est-ce que tu saurais dire la phrase ici il n'y a pas d'amour? Ici. Ouais, ici. Mais pas. Mais ouais. pas. Alors, oui, mais pas, ça sera à la fin. Mais pas, ça sera à la fin. Ah oui, excuse-moi. Cham mais pas. Mais pas. Cham mais pas. Avec... Voilà, parce que attention, mais par et mais pas, c'est différent. Parce que mais par, c'est la construction. Là, le mais par, on est d'accord qu'on a une petite. Là, je vais peut-être. Bon, là, je peux pas vous faire des annotations avec ce système. Je peux peut-être reprendre l'autre, voir si je peux. Et donc, dans ce cas-là, c'est la leçon. Est-ce que vous pourriez m'aider en me disant quelle leçon c'est? La 7, la leçon de 7. Impeccable, comme ça. La leçon 4, ok, on va voir. Non, ça c'est pouce de riz. Je m'en sors plus avec les histoires. À moins que ce soit la 3, non, c'est la 4. C'est la 4. La 4, attendez. Parce que comme ça me permettrait... Voilà, absolument. Ok, ce qui fait que là, ça me permet de pouvoir utiliser les annotations. Ici, quand on voit... alors, mais par, hein, on est mais par, vous voyez à l'écran. Il y a mais pas. Tac, 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 ça c'est mais pas. Et puis après on a un ra, et le ra c'est le latin. Mais si on veut dire il n'y a pas de compassion, on dit simplement ningje me pas. Si on veut que en l'occurrence c'est chamtang ningje me pas. Chamtang ningje me pas, c'est vraiment notre groupe de mots pour dire il n'y a pas d'amour et de compassion. Maintenant, à l'égard de cela, ça c'est le sens le plus fondamental du ra, c'est d'indiquer une incidence. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, à l'égard du fait qu'il n'y a pas d'amour et de compassion, et on a le ra pour nous dire à l'égard de, c'est-à-dire à l'égard de, en direction de, concernant cela, etc. Eh bien, après, la suite vient nous dire quelque chose. Donc voilà, maintenant, si on veut dire ici, il n'y a pas d'amour, par exemple, tu pourras tout simplement dire dir, c'est-à-dire ici. Alors, peut-être que c'était aussi un peu un petit clin d'œil. Est-ce que, tiens, c'est juste pour glisser un mot très connu que peut-être vous ne connaissez pas, mais disons que petit à petit, vous pouvez introduire dans vos mots, dans vos mots-clés, dir, ici, dir. Eh bien, dire il n'y a pas d'amour, dire champa mindu ou champa me pas. Hein, on peut tout à fait le dire comme ça. Parce que me pas, c'est la négation. Et c'est la négation de ma-ye. Hein, peut-être vous vous souvenez de cela. Et, quand vous voulez dire qu'il y a, finalement, vous avez 3 possibilités en tibétain. Quelles sont les 3 possibilités en termes d'auxiliaire? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Par exemple, Stéphane. Je suis sûr qu'il peut répondre à ça, Stéphane. D'où? Ouais, ça c'en est une. Je suis pas sûr que ré en soit une. Ah c'est non. plutôt être. Ouais, ça c'est plutôt un verbe ouais, avec un auxiliaire d'état, excuse-moi, de localisation, pour dire qu'il y a. Il y en a 3. Il n'y avait pas Yogido?
Ok, ça vous dit quelque chose les autres ou pas? Pêche. Yo, yo, du et yore. Ah yes, ye, do, yore, tout à fait. Alors pour yore, j'admets qu'on peut tout à fait trouver dans les textes ye paraît, ça existe, hein, ça existe. Mais sinon, dans la langue parlée, et même d'ailleurs dans les textes, on trouvera souvent ye, do, yore, hein, ye, do, yore, ye, do, yore. Ça, c'est bien de le savoir, parce que ye, do, yore, eh ben, la négation, bah, par exemple Myriam, la négation de ces trois formes, c'est quoi? C'est bien, je trouve encore des choses que vous ne savez pas, ce qui fait que je peux me sentir à l'aise dans mon rôle de prof, mais bientôt vous en saurez tellement que je vais patiner. Mais là, la négation de you, do, yure, Euh, mais peut-être pour bravo, Yeux, bravo, 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 bravo. Mailleux, donc mais. Mais alors les Mailleux, autres, donc, mailleux, donc, voilà, mailleux, donc, mais, eh ben, là, déjà, toi, tu sais, forcément, comme les autres, d'ailleurs, vous savez que ma est une particule, donc, de négation, ce qui fait comment tu vas glisser ça avec, alors, d'où, ben, évidemment, d'où, c'est pas tout à fait madou, mais ça pourrait être madou, mais c'est pas tout à fait madou. C'est Mindou. mindou, mindou, mindou. Et puis, si on a yoré, la négation, ce serait Yomare. yes, bravo, yomare, yomare. Donc, ye, du, yore, mais, mindu, yomare. Hein? Ça, c'est, je vous le dis, c'est vrai qu'on n'étudie pas ça directement quand on fait de l'analyse de texte, mais c'est quand même pas mal, ça fait partie des à côté utiles quand même. Parce que c'est, bon, c'est de base, et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est de vous donner des liens entre des formes plus usuelles de la langue parlée, et puis évidemment l'analyse de texte pure, pour pas qu'on soit trop déconnecté quand même, hein, qu'on ait un peu le contexte général, même si c'est que des petites pointes. Bon, ben super. Est-ce que quelqu'un peut encore ou a envie encore de dire quelque chose sur cette strophe? Ouais, Est-ce vas-y. que tu pourrais nous parler un petit peu des auxiliaires et en fait, tu nous avais mis un exemple là, de la page, je ne sais plus combien, Oui. sur du verbe miroir. Et en fait, quand tu as du futur, du présent, du passé, le verbe, il est déjà aussi au présent, futur et passé, Oui. plus le shin ou la forme d'auxiliaire présent, passé, futur. On est d'accord? Oui, alors, ouais, on peut dire tout à fait ça. En tout cas, dans la note que je vous avais glissée, parce que c'était pour illustrer le gyur, hein, vraiment pour illustrer le gyur qui revient beaucoup comme auxiliaire classique, c'est vraiment de voir qu'effectivement, il y a une combinaison entre la forme du radical verbal et la forme de l'auxiliaire. Et la forme de l'auxiliaire change en fonction du temps. Et ça, c'est vraiment la forme future. Par contre, moi, j'ai toujours énormément de peine à me souvenir des formes. Je ne les ai pas forcément apprises par cœur. Donc, ce qui fait que quand je fais une analyse de texte, bon, après, je vais fouiller et puis systématiquement, à force de faire l'aller-retour entre le texte et l'analyse, finalement, il me vient le sens. Mais sinon, bien sûr que si vous avez envie ou la capacité, vous pouvez vraiment apprendre ce genre de liste. Hein. Yudu, yore, évidemment, c'est tellement commun. Mais maintenant, les auxiliaires classiques, un peu moins. Après, une fois, si vous voulez, je peux vous préparer une leçon où on travaille vraiment les auxiliaires. Parce que les auxiliaires, c'est tout un chapitre super intéressant. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup travaillé les verbes. Parce qu'on pourrait aussi mieux comprendre comment fonctionne le verbe en tibétain. Voir les catégories volitives, non volitives, différenciatives, indifférenciatives, causatives, résultatives, se rendre compte que c'est un tableau croisé, qu'on peut utiliser des verbes volitifs indifférenciatifs, des verbes non volitifs indifférenciatifs, des verbes non volitifs différenciatifs et volitifs différenciatifs, par exemple. Donc là, ça commence à faire beaucoup de catégories et c'est très intéressant. Alors, après, se souvenir de toutes les formes, c'est évidemment compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est du point de vue du sens. Et déjà, on le sent avec la notion ici de niam, ou la notion de pelle, non volitive, bah parce que, voilà, quelque chose se fait volontairement ou involontairement. Et après, c'est soit quelque chose en tant qu'objet, et dans ce cas-là, on est différent de l'objet, ça c'est les notions de base,
Ou alors, c'est quelque chose, par exemple, comme le verbe aller, qui est un verbe indifférenciatif. C'est-à-dire que vous ne faites pas aller. Quoi? Dans le sens de, quand vous marchez, vous êtes le marcheur. Vous n'êtes pas différencié de l'action. Alors que l'on peut par exemple casser une tasse, et ça veut dire que notre action de casser, elle se rapporte à un objet. Mais quand nous marchons, cette action ne se rapporte pas à un objet. Alors, c'est le point de vue tibétain des choses, hein. Après on peut discuter, 15 ans, si on a envie. Mais du point de vue tibétain, il y a des actions où nous sommes indifférenciés. Comme le fait d'être assis, par exemple. On ne peut pas dire qu'il y a le fait d'être assis et puis moi. C'est-à-dire je me confonds avec l'action d'être assis, avec le fait d'être assis. Et disons que c'est assez vrai, parce que quand je suis assis, je n'ai pas le assis et le moi. Si c'est moi qui suis assis, je suis forcément les deux à la fois. Je suis moi en étant assis. Alors que si je suis moi en étant en train de lire un livre, eh bien c'est très différent. C'est-à-dire mon action, elle se porte sur un objet. Et dans ce cas-là, c'est différenciatif. Et ça a une incidence sur l'usage des particules. Et par exemple, mais vraiment de manière très simple, je vais juste prendre un... Voilà. Si le verbe aller, si je vous écris le verbe aller, par exemple, ici, le verbe aller, c'est jowa, tout simplement. Donc, jowa, ok, le verbe jowa. Eh bien, le verbe jowa, si c'est moi qui vais, donc j'ai nga jogiye, par exemple, nga jogiye, etc. J'écris très mal parce que j'écris vite, puis en plus c'est un pointeur. Mais j'ai donc nga, je n'ai pas nge. Parce que le nge, la plupart du temps pour un verbe différenciatif, c'est nga sa nge. Nga sa nge. Pourquoi nga sa nge? Parce que c'est un ergatif. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une action sur. Parce que quand on a la particule sa, c'est une particule qu'on pourrait dire être une particule d'action. Elle marque la présence d'un ergatif et d'un instrumental. Est-ce que donc si vous voulez dire je suis allé, vous dites nga chinsong. Et pourtant, le verbe aller est un verbe volitif. Ce qui fait que parfois on fait des raccourcis qu'on ne devrait pas faire. Du genre, quand il y a un verbe volitif, on met une particule. Donc nga ki ou nge chinsong. Mais ça c'est faux grammaticalement. C'est nga chinsong ou nga chinpare, parce que vous êtes indifférencié. Donc vous voyez, si vous voulez dire il lit un livre, donc il lit un livre, ce sera kong, donc il, bien sûr, kong, et puis vous aurez namaralagi kangansanki, vous aurez ki comme particule. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait une action. Donc c'est kong ki tep, un livre, logidu, par exemple, il est en train de lire un livre. Kong tep logidu. Mais vous ne pourrez pas dire kong tep logidu. C'est grammaticalement faux. Par contre, si vous voulez dire qu'il va, vous dites kong jogidu. Pas kong jogidu. Voilà, mais ce n'est pas pour vous effrayer avec cette histoire-là. C'est simplement pour ensuite bien comprendre que les particules, elles se rapportent toujours à une situation. On est bien d'accord. Vu que c'est des marqueurs, si vous voulez marquer une action différenciée d'un objet, donc vous utilisez une particule. Si vous n'avez pas à marquer une action différenciée d'un objet, vous n'utilisez pas la particule. Voilà. Bon, j'espère avoir été clair. Bon, mais ça, c'est juste un petit aperçu. Après, vu que l'étude des verbes en soi demande pas mal de boulot, le seul petit problème qu'il peut y avoir, c'est qu'on n'a pas énormément de temps pour l'analyse. Alors que ce que l'on peut faire, et c'est un peu ma technique, c'est la proposition plutôt, c'est de faire de l'analyse et par la bande, c'est-à-dire mine de rien et l'air de rien, on capte petit à petit des notions qui nous sont utiles pour construire une connaissance autour de l'idée de verbe. Parce que sinon, on rentre dans une autre approche
qui est, alors à titre personnel, elle m'intéresse, mais elle nous bouffe beaucoup d'énergie. De rentrer dans le détail des verbes, c'est super intéressant, mais on va y passer pas mal de temps. Du genre largement 1 heure. Puis pendant ce temps-là, on ne fait pas d'analyse. Alors que si on fait de l'analyse, on mémorise nos strophes, eh ben, on a plein de mots-clés. C'est-à-dire qu'on a des situations réelles, du genre peldur, qui nous permettent de repérer quelque chose. Et ça, on va s'en souvenir plus facilement qu'une théorie où on a vu toutes les listes de tous les auxiliaires qui, dans tous les cas. Parce que là, on a un cas. On a un cas vivant, on pourrait dire. On a une expérience. Et ça, j'aime bien. J'aime bien l'idée qu'il y a un texte que l'on rend proche de soi, du fait de le travailler comme on le fait. Et puis du coup, ça nous donne des exemples qui sont bien sûr des illustrations de la théorie. Voilà, donc... bon. Ok, donc maintenant, on prend une autre strophe, parce que Thibaut il nous a donc livré la 5e strophe, Jongen Pongwa, et puis je suis sûr que quelqu'un brûle d'envie de présenter une autre strophe. Et puis on fait le même exercice, c'est-à-dire que nous écoutons dans ce cas-là et nous tâchons de repérer les mots. Voilà, je vous écoute, vous faites le choix comme vous voulez. Qui se lance dans une strophe? Ça peut être celle de la dernière leçon aussi, il n'y a pas de problème. Prendre refuge, ou celle que vous avez travaillée, en fait. C'est ça l'idée. Yep. Alors, Richard, ouais, vas-y Cathy, voilà, c'est très bien, Cathy a dégainé, c'est parfait. Un doute, j'ai appris la dernière, mais... Oui, mais super. Génial. Alors nous écoutons attentivement, hein, c'est ça le but du jeu, vraiment attentivement. Et moi, pendant ce temps, je me mets déjà sur celle de la fois passée. Alors, Hongyang, Korwe, Vanrar, Chintai, Biktenma, Ayi, Apparnu, Butchir, Angla, Apna, voilà, Apna, alors, Niluwe, Kunchok, Abdro, c'est la Kenyin. Bon, après, je ne sais pas si j'ai très bien parlé. Si je vais bien me rappeler. Pas de problème. De toute façon, je vais te demander de la redire, parce que ça, c'est très bien. Donc, essaie de la redire, de la dire avec, en prenant ton temps. Par exemple, à la fin, pas forcément dire « Giaselarlein », parce que finalement, hop, non, mais d'avoir une espèce de rythme où on va avoir le temps de pouvoir rentrer dans la rythmique aussi, vu que là, elles sont versifiées. Et puis, comme ça, pour toi, ça t'aide aussi à développer une forme de fluidité dans l'énoncé. Et ça, c'est pas mal. Alors, recommence l'exercice et nous, on est très attentifs. Et moi, ça va m'aider parce que, du coup, ça ne m'a pas favorisé ma compréhension. Il y a des mots que je me suis dit, tiens, c'est quoi ces mots? Donc, recommence. Alors, Hongyang, Korwe, Vanrar, Bingpai, Chingpai. Chingpai. Hein. Chingpai. Tenlai, Tutik, Apwanu, Deshir, Kella, Deshir, Angla, Apna, Niluwe, Kunchok, Abdro, Galsé, Lakleyin. Ok. Voilà. Bon, très bien. Écoute, on va partir déjà de là, c'est pas mal. Après, je pense que Rangyon Korwe Tsurar Chingwai, Jikten Hlai Sushik Kyaparnu, Techir Kangla Kyamna Miluwe, Kuncho Kyamdo Gyalse Laglen Yin. Tu vois, vraiment de s'entraîner voilà, peut-être. Et aussi pour toi, c'est-à-dire qu'au moment où tu le dis, et c'est valable pour nous tous, bien sûr, au moment où tu le dis, tu as le temps de pouvoir te dire, tiens, je suis en train de dire ça. Parce que sinon, on a évidemment la tendance, au bout d'un moment, on la sait, puis on la dit vite, mais pas toujours de manière très conscientisée. L'idée, c'est autant de faire un travail de conscientisation au niveau de l'écoute, mais au niveau de l'énoncé. Alors, y a-t-il quelqu'un qui aurait repéré un sens au moment où vous l'entendez?
Kunchok. Kuncho. L'arrêt suprême. Absolument. Ah, ça, c'est de base. Hein. Kuncho. Alors, kunchok ou kuncho. Hein? Kuncho. Kuncho sumla chatselo kun. Hein? Kuncho. Cho. Le chok, c'est possible. Peut-être qu'au Ladakh, on le prononce comme ça. Allez savoir. Mais disons, c'est plutôt kuncho. Mao chanaro choka cho. Avec le K qui vient bloquer le son. Hein? Kuncho, Pardon, ici. j'entends Kuncho. Kuncho. T'entends kuncho, toi? Ouais. Ah ouais. Ben, c'est parce que ça, c'est un peu de la déformation de... Parce que Tao Kanarokona Kun, mais c'est vrai que les Tibétains, bien sûr, Tao Kanarokona Kun, Kunpo, si tu dis qu'une chose est rare, tu dis Kunpo, il n'y a absolument pas de doute. Après, Kuncho, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'après, il y a peut-être une manière un peu glanée auprès des Tibétains qui fait qu'on dit un peu Kuncho. Mais c'est juste que c'est quand même Kuncho. Hein. Mais des fois, il y a des choses un peu bizarres comme ça, où le I n'est pas vraiment complètement I, le O n'est pas complètement O. Mais bon, ouais. Kuncho. En tout cas, pour nous, Kuncho Sum, 3 rares et sublimes. Super important. D'ailleurs, Kuncho Sum Karere, Kuncho Sum Sure. Sure. Sure, ça veut dire c'est qui? C'est qui les Kuncho Sum? Ou alors Karere, c'est quoi? Kuncho Sum Karere. Et puis là, je vous pose une question dans ce cas. Kuncho Sum Karere. Et vous me répondez Kuncho Sum Nya 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 Re. Alors Kuncho Sum Kanre. Kuncho, Che. Je vais plus trouver les mots. Kuncho Sum Sure. Oui. Hein? Sum yore, voilà. Chik ni sum. Chik ni sum. Tene, tangpo sure. Le premier, c'est qui? Tangpo sure. Excellent. Bon, je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui brûle d'envie de le dire. Allez, hein, Kuncho Tangpo, Sangé, Kuncho Tangpo, Sangere, tu vois. Et si tu es dans un échange un peu en tibétain, comme là je suis en train de vous inviter à le faire, ben dans ce cas-là, tu dis Kuncho Tangpo, Sangere. Tu dois dire Sangere, c'est le Bouddha, hein, Sangere. Là, tu l'identifies, Sangere. Kuncho Nipa, Sure. Kuncho Nipa, le deuxième, Kuncho Nipa. Alors, Stéphane, si tu veux qu'on t'entende, il faut l'ouvrir. Qu'est-ce que... ouvrir tout le monde. Sure. Che. Hein, c'est vraiment che. Il faut vraiment expirer, hein, che. Parce que si tu dis chere, na. C'est vraiment che, hein. C'est chere. Kuncho Nipa, chere. Yamana, tampe che. Quand c'est un che, c'est dans les phénomènes. Tampe che, c'est dans le saint dharma. Hein, si on fait une distinction. Mais c'est juste, hein, de dire che, c'est juste. Simplement, c'est encore plus juste de dire tampe che. Tene kuncho sumpa, sure, kuncho sumpa. Kati, sure? Sangha, il y en a Sangha. Des Sangha, tene sanskrit. Ah, Sangha, tene sanskrit gikere. Ah, Sangha, sanskrit gikere. Peuke tone? Peuke tu? Kandelagre. Gendun. Kuncho. J'ai mélangé le sanskrit. Et c'est pas grave. Voilà, donc Kuncho Sumba, Gendun. Déjà voilà. Ok. Mais ça, c'est bien. Je pense que de temps en temps, je ferai petit à petit des petits exercices comme ça avec vous en tibétain pour petit à petit, vous, par la bande, vous appreniez à parler aussi. En tout cas, à comprendre ce qu'on vous dit à peu près en tibétain. Ok, très bien. Alors, Kuncho Sum, ça c'est un mot repéré. Y en a-t-il d'autres? Certainement qu'il y en a d'autres. Yes. Alors ça, c'est du lourd, ça. Hein? Ouais. Ah ouais, là, on peut dire. Hein? Alors, attends. Hop, tac.
korwe tsunra. Alors, c'est korwe, hein, bien expiré. Korwe tsunrar ou tsunra? Korwe Tsunra, c'est la prison du samsara. Yes, tsunra. Alors, dans la langue parlée, par exemple, tsunra, c'est tout à fait complet, quoi, c'est parfait. Maintenant, dans la langue parlée, par exemple, on dit tsunkang. Tsunkang, c'est une prison. C'est le lieu où l'on enferme. Parce que tsunra, c'est l'enfermement, en fait. Hein, on pourrait dire, alors c'est juste de parler de la prison, mais c'est très intéressant de se souvenir aussi qu'on est dans l'idée de l'enfermement. C'est-à-dire de quelque chose de... On étouffe dans le samsara. On n'est pas bien. Quoi, on n'est pas bien. De temps en temps, on est bien. Là, on est bien. Mais disons qu'on n'est pas toujours bien dans le samsara. Donc, il y a l'idée de l'enfermement. Donc, quand on dit tsunkang, eh ben, c'est la maison où l'on enferme. Tsunkang, c'est une prison. Et si on dit tsunpa, c'est le prisonnier. Vous voyez? Donc, en tibétain, c'est super facile parce qu'il suffit que vous jouiez avec le sens des syllabes. Et puis, ben voilà. Tsunpa, le prisonnier. Tsunkang, l'endroit où l'on enferme. Et puis tsunra, bon ben voilà, c'est du tibétain classique, mais voilà, c'est une prison aussi, c'est un enfermement. Très bien. Korwe tsunra. Korwe tsunra. Ngatso korwe tsunra nan la duge. Du, rela. Ngatso kanga, hein. Ngatso c'est na nous. Hein, nous, ngatso, nga c'est je, ngatso c'est nous, ngatso, korwe tsunra nan la du. Nous sommes dans la prison du cycle des existences. Korwe tsunra nan la du. Vous remarquez que j'utilise l'auxiliaire du, mais non pas l'auxiliaire ye, parce que les auxiliaires, ça me permet de vous rajouter, je vous le redirai plein de fois, il n'y a pas de problème, mais les auxiliaires, ne s'accordent pas en genre et en nombre. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler vraiment de conjugaison en tibétain. Pourquoi? Parce que nous, dans une langue comme le français, nous conjuguons. C'est-à-dire que les verbes se transforment en genre et en nombre. Si je dis « je suis », c'est pas la même chose que « ils vont ». Donc « suis » et « vont ». Je ne vous explique pas quels efforts prodigieux doivent fournir le japonais de base pour comprendre un verbe comme le verbe aller, qui est pourtant de base. Hein. Parce qu'entre je vais, ils vont et ils iront, eh ben bonjour. Moi j'entends 3 mots différents. Hein. Et le français après nous semble simple et le tibétain compliqué. Ben alors là je peux vous dire, c'est beaucoup plus simple en tibétain. Parce qu'en tibétain vous avez un radical verbal, de temps en temps il change, mais a priori jo, même si vous vous trompez, et vous dites Joe pour le passé, on vous comprendra. Alors qu'en français, non. Parce que je iront, ça marche pas. Ça passe pas du tout. C'est très faux en français. Alors qu'en tibétain, Jo, c'est verbe aller. Donc Josong, Jogin, Jogidu, Jogiore, tout ça c'est possible. C'est simplement que, là en fait, si on dit d'où, c'est parce que je me localise, oui, mais je me localise en n'insistant pas sur ma localisation, vu qu'au début, je me pose la question si je suis. Donc, si je me pose la question, je vais dire « Korwe tsura nan la, natso, korwe tsura nan la, duge, sommes-nous » Et on va répondre, en général, avec l'auxiliaire qu'on a utilisé à la question, en disant « Tsura nan la, du ». Et ça, c'est juste des petites touches pour vous ouvrir des perspectives. Ça ne veut pas dire qu'on doit les apprendre maintenant. Ok, dans cette strophe, on l'a toujours là devant les yeux, dans cette strophe, y a-t-il autre chose qui vous a, que vous avez capté, saisi? Alors, techir, tu me dis techir? Ou tu me dis quoi? Techir, c'est ça? Techir? C'est pourquoi, je crois. Oui, c'est pourquoi. Techir. Techir, quand la kamna, milwe kuncho, hein? Cap, c'est quoi? Cap. Refuge. Refuge.
Comment est-ce que vous connaissez votre formule de prise de refuge, je suppose, hein? Quand on dit je prends refuge dans les trois rares et sublimes, on dit comment? Kyapsuchi. Kuncho sumla. Si vous voulez dire que vous prenez refuge en les trois rares et sublimes, il faut rajouter trois rares et sublimes. Kuncho sumla kyapsuchio. Hein? Parce que vous prenez refuge en. Hein? Kuncho sumla kyapsuchi. Et kyapsuchi, c'est kyap, c'est le refuge, su, c'est la particule dative, particule oblique, et puis kyapsuchi, chi, c'est le verbe aller. Donc kyapsuchi, c'est aller vers le refuge en les trois rares et sublimes du point de vue analyse de texte, hein, parce qu'on a là-dedans. là-dedans. On peut mettre dro, ça marche aussi, parce qu'en fait, ouais. On a changé de bien sûr, kyabjo, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on voit ici kyabjo. Kyabjo, c'est aller vers le refuge, mais kyapsuchi, c'est la même chose. C'est-à-dire, jo et chi, c'est le même. Bon, ça ne s'écrit pas pareil, mais c'est le même verbe. Parce qu'un verbe peut avoir une forme très honorifique ou une forme. Alors ça, par contre, c'est la difficulté en tibétain. C'est-à-dire qu'en tibétain, vous avez des formes pour les verbes à l'honorifique et des formes pour les verbes non honorifiques. La difficulté, elle se retrouve là. Disons, voilà. On va dire qu'une langue a toujours ses difficultés, mais diverses et variées. Ok, kyap, voilà. Il n'y a pas de latin. Ici, kyabjo. Parce que kyabjo, c'est le refuge en lui-même. C'est pas je prends refuge. Kyabjo, c'est le refuge. Hein, kyabjo. Par exemple, kyabjo gi yul. Kyabjo gi yul, yul, c'est quoi? Ça vous dit quelque chose? On a déjà vu ce mot. Mi-yul, tous les êtres? Alors, non. Yul, alors mi-yul, non. Yul, c'est l'objet. Les objets d'attention. Les objets, ouais. Alors, mi-yul, c'est objet d'attention, mais kyabjo gi yul, ça veut dire objet de refuge. Quand on dit sangye, kyabjo gi yul chikre. Hein, le Bouddha, c'est un objet de refuge, ou c'est un lieu de refuge. D'ailleurs, yul, c'est un mot pour dire lieu et objet. Hein, vous pouvez dire les deux. Parce que, en fait, du point de vue psychologique, par exemple, pour une conscience, yul, c'est un objet, mais c'est aussi le lieu où est projetée la conscience. Donc c'est pour ça que l'objet est toujours, on pourrait presque aller jusqu'à dire qu'un objet a une dimension directionnelle en tibétain. Pourquoi? Parce qu'il est jamais complètement autonomisé par rapport au sujet. Il est toujours en rapport. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais autre chose, disons, c'est lié. Ok, sinon, dans cette strophe, y a-t-il autre chose que vous avez retenu? Jitenla. Et Jiktenla. Oui. Ouais, très bien. Alors, ouais, parce que je me disais, ouais, ça ressemble à quelque chose, mais disons, Jikten, hein, Jikten, la. La, c'est un expiré. La. Jikten la. Ouais, Jikten la. Absolument. Jikten la. Et Jikten la, ça veut dire? Les dieux mondains? Exactement, les dieux mondains. Et donc, Jikten, c'est le monde. On est d'accord? C'est le monde. Mais par exemple... En faisant référence au cycle des existences. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a dans Jikten? Alors, je sais pas, il peut y avoir Joël qui ouvre son micro et nous dit ce qui est Jikten, pour autant que ça t'inspire. C'est l'histoire qu'un peu tout le monde participe. Il y a aussi Florence qui pourrait aussi ouvrir son micro. Jikten, ça vous dit quoi? Joël, par exemple? Pas grand-chose. Pas grand-chose, très bien, ok. Alors, on part de là. Pardon? Le support. Le support, ouais, oui, tout à fait. Annie, je vois Annie qui a mis son écran. Donc, alors Annie, ça te dit quelque chose? Jikten? Jikten, oui, c'est le support de destruction. Support de destruction, très bien, super. Support de destruction, Jik, qui se détruit, Ten. Hein? Peut-être que Jik, vous vous en souvenez, on l'a vu quand on a vu la strophe sur l'impermanence. D'accord? Jik Sulawa, hein? Jik Sulawa, c'est par exemple facile à détruire
Quoi, bon, bref, jik. Hein. Ten, effectivement, c'est le support. Le mot ten, pour dire le support, vous le retrouvez hein, ici. Le ten de support, vous le retrouvez dans quoi, par exemple? Choten. Bravo, Choten. Pas. Alors faites gaffe les autres, hein, parce que Stéphane, il est rapide avec le micro. Hein. Mais c'est très très bien, il n'y a pas de problème. Non, non, mais super, c'est bien, ça dynamise. Mais n'hésitez pas. Même si vous avez le doute, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de forcément fournir la bonne réponse. C'est l'idée de... Voilà, n'hésitez pas. Donc, ten, le support. Hein. Ten, ça vous fait penser à quelque chose, ten, en termes de support? Par exemple, quand on a vu la précieuse existence humaine. Le support, parce que ten, c'est la précieuse existence humaine. Ten Milu Rinpoche. Hein, c'est ten. Hein, ten Yakshe, le meilleur des supports, c'est Milu Rinpoche. Ten Yakshe, ten, c'est vraiment le support. C'est ce sur quoi je me place, je me base. Hein. Ok. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette strophe qui vous vient? Rangyang Korwe. Rangyang, c'est quoi d'ailleurs? Rangyang. Soi-même. Ouais, soi-même, tout à fait. Soi-même, cela même, c'est tout ça, mais le rang, très souvent, il fait référence à nous-mêmes. Hein? Rangyang. Hein? Rangyang. Si moi-même, Rangyang, si moi-même, Korwe Tsunrar, Chingpa Yi. Alors, Chingpa Yi, là, ça c'est intéressant, le Chingpa Yi, Jikten. Chimpai Jikten. Ça, alors, on l'écrit comme ça parce qu'il nous faut respecter le nombre de pieds dans la strophe, ou de la phrase plutôt. Mais c'est, on voit bien, un génitif. Donc c'est bien les Jikten la, qui sont Chingpa. Ils sont cadenassés, enfermés. Dans Koroe Tsunrar. Tsunrar. Pourquoi ra? Parce que le ra, on a le latin, c'est-à-dire c'est une particule qui nous indique que Koroe Tsunra est un lieu, d'accord, ou un état. On pourrait aussi le comprendre comme état, mais ça ne change pas grand-chose. C'est en l'état. Donc c'est bien Rangyang, moi-même, ou ceux-là même. Koroe Tsunra nan la. Parce que c'est, si on disait la strophe en tibétain parlé, on dirait Koroe Tsunra nan la. Koroe Tsunra nan la. Chingpai Jikten la. Chingpai Jikten la, c'est na Jikten la de tso. Koroe Tsunra nan la du. Koroe Tsunra nan la yore. D'accord? Ils sont dans la prison du cycle des existences. Et Jikten la yi, le yi c'est quoi par rapport à ça? Ça va être très important. Le yi, Yagiguyi Sayi, c'est quoi? Ça c'est un élément clé ici. Tchetra, absolument. Ergatif, bravo. Ergatif, tchetra, c'est la même chose, c'est-à-dire la particule qui indique l'action. Et pourquoi c'est très important ici? Parce qu'elle marque quoi, cette particule? Le sujet qui fait l'action. Exactement. Donc Richard, elle marque le sujet qui fait l'action. Et on sait, après par habitude, que cette particule, on la retrouvera toujours marquée dans le sens de marquant le groupe ou le mot ou le groupe de mots qui précède. Toujours. Ça, c'est le principe de la particule. Il est très simple, c'est n'importe quoi, x, plus, eh bien, hop, plus la particule Yagiguyi Sayi. Et Yagiguyi Sayi, c'est une des 5 formes. Pourquoi? Parce qu'elle est morphologiquement variable. Si vous dites tak plus, hop, Kagiguki Saki, c'est pareil. Pareil, c'est la même. Il faut jamais... Quoi, jamais? Disons, c'est bien de ne pas être effrayé par la forme que peuvent prendre les particules. Parce qu'une particule variable, il faut pouvoir la reconnaître. C'est comme si elle change de masque, mais c'est la même. Donc, ici, Jikten Hlai, ça veut dire que clairement, c'est eux qui vont faire une action. Mais, en fait,
c'est pas seulement les jikten hlai qui font une action, c'est les dieux mondains enfermés dans la prison du cycle des existences qui font une action. Et évidemment, ils font une action, et là, sushik kaparnu. Hein, sushik, c'est quoi? Qui que ce soit. Hein, sushik, qui que ce soit. Hein, qui que ce soit. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas possible. Sushik, donc qui que ce soit. Donc sushik, kaparnu. Kaparnu, nu, c'est quoi? Nu? Capacité, pouvoir. Capacité. C'est la capacité, le pouvoir de faire quelque chose. Nupa, c'est une aptitude. Hein? Nupa, c'est vraiment quelqu'un qui a la possibilité de faire des choses. Nupa Tiempo, par exemple, tu peux très bien utiliser Nupa Tiempo pour avoir vraiment... Il y a beaucoup de capacités, beaucoup de possibilités. Nupa Tiempo. Donc, Kaparnu. Kaparnu, ça veut dire avoir en fait une capacité à protéger. Et puis évidemment, c'est du genre... Sushik, c'est l'interrogatif. C'est qui donc, c'est un peu, on pourrait dire qui donc. Hein, ça serait d'ailleurs mieux de dire qui donc que qui que ce soit, parce que qui que ce soit, c'est pas l'interrogatif. Ça dépend comment on le tourne. Mais c'est qui donc? Qui donc pourrait-il avoir la capacité de protéger? Vu que ils sont Korwe Tsunra Naladu Nalayore. Hein? Ça, c'est le gros argument bouddhiste. Ça c'est pour ce genre de phrase que les bouddhistes et les hindous se sont pas vraiment bien entendus pendant longtemps. Ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent mal, mais disons que là, il y a une opposition fondamentale. Hein? Ouais, Myriam? Non? Tu voulais dire quelque chose? Non? Ah non. Ok. Pourquoi? Parce que par exemple, quand on parle de Jikten Hla, est-ce que vous connaissez des Jikten Hla? Indra, absolument. Vishnu. Qui? Vishnu, absolument, Vishnu. Donc tous ces dieux, on va les retrouver en tibétain. Hein? Hla, Tsangpa, Gyalin et compagnie. Je ne me rappelle pas de tous les noms, mais disons, voilà, c'est très fréquent, on les retrouve dans la littérature. Hein? Surtout Tsangpa et Gyalin. Tsangpa, c'est Brahma, et Gyalin, c'est Indra. Donc eux, on les retrouve très souvent, parce que c'est vraiment des dieux très connus. On les a en respect, il n'y a pas de problème, on ne les maîtrise pas, parce qu'ils sont puissants, mais ils sont dans la prison du cycle des existences. Donc Techir, c'est pourquoi. Et puis la suite, par exemple, Florence, est-ce que... je t'ai pas entendu depuis le début. Et puis Annie, pas beaucoup non plus. Ah, t'as pas de voix? Ah ben alors, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Annie, tu veux dire quelque chose? Sur Techir et puis la suite? Je vois que tu as ton micro ouvert. Ou pas, comme vous le sentez. Techir. Alors, qu'est-ce que tu fais de ça? Je retrouve le Kab, le refuge. Là, ça va être un lieu là dans le refuge. Très bien. Et quand là, ils vont tous aller au refuge, quelque chose comme ça. Alors, tous, c'est-à-dire, c'est pourquoi, quand la Kamna, qui que ce soit qui prend refuge, on pourrait dire, hein, c'est quand la Kamna, quand la Dona, et par exemple, si on formait la phrase quand la Dona, qui que ce soit qui va, quand la Dona, hein, mais dans le sens Techir, c'est pourquoi qui que ce soit qui prend refuge, ben on a besoin d'un refuge puissant. On n'a pas besoin d'un refuge, ben voilà. Donc, Miloué Kuncho, ça veut dire, Annie? C'est une négation. Ouais. Le loup, c'est oublié, non? Alors, Miloua, ça veut dire qu'il ne trompe pas. Hein, Loua, Miloua. Ça, c'est vraiment à prendre tel quel d'ailleurs. Hein.
Milua. Ça, vous pouvez le prendre. Alors évidemment, comme mot-clé, on hésitera, mais en fait, vous verrez que dans les textes classiques ou même dans les enseignements, Milua, ça c'est très souvent, c'est vraiment une manière de qualifier les Bouddhas. Pourquoi? Parce que les Bouddhas, les trois rares et sublimes, Kuncho Sum, Sange Kuncho, Che Kuncho, Gendun Kuncho, Kuncho Sum Detso, Miluare. Miluare. C'est-à-dire, ils ne sont pas trompeurs. Miluare. Milua Insang, parce qu'ils ne sont pas trompeurs. Milua Insang. Kyabdena, si on souhaite se prendre refuge. Kyabdena, Kyab Chogere. On peut prendre refuge. Ok? Vous voyez, c'est pas compliqué le tibétain. Quand je vous explique, vous comprenez quand même. Donc, petit à petit, ça va venir. Ouais, très bien. Et loua, c'est le verbe tromper. Loua, le verbe tromper. C'est vrai que j'ai pas regardé comme ça, là, immédiatement, j'ai pas forcément là. Mais évidemment, parce que miloua, c'est non trompeur. Mais maintenant, peut-être que quand on regarde dans le dictionnaire, on trouvera encore d'autres sens associés, c'est possible, à loua. Ça, c'est possible. Mais miloua, ouais, non trompeur. Tout à fait. Absolument. Alors, bah, on est presque au bout de cette strophe. Hein. Kuncho Kyabjo. Kyabjo, ben voilà, Kyabjo. Hein. Kuncho. Exactement. Alors, et là, la phrase, elle est intéressante parce que, à la fin, Kyabjo, Gyalse Laglein. Et donc, Gyalse Laglein, Gyalse Laglein dit, Kanre, quelle est cette pratique des bodhisattvas? Gyalse Laglein dit, cette pratique des bodhisattvas, celle-là, Gyalse Laglein dit, Karere, Kanre, Karere, c'est pareil. Et c'est laquelle? Comment tu répondras, Annie? Eh bien, Kuncho, Kyabjo. Non, c'est Kyabjo. La pratique, c'est Kyabjo. Alors évidemment, c'est prendre refuge dans les trois rares et sublimes, mais c'est aussi prendre refuge. C'est-à-dire que prendre refuge, c'est la pratique. C'est la pratique et on va sous-entendre, bon là il l'explique, mais on va le sous-entendre en disant, bah oui, c'est donc prendre refuge dans les trois rares et sublimes, bien sûr. Ouais, bah très très bien. Ça va? Oui, oui, oui. Est-ce que tu pourrais refaire une traduction du troisième vers, s'il te plaît? Parce que je suis pas sûre d'avoir tout capté. Tout à fait. Avec Techir Kanla Kyamna, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, Techir, c'est une manière de dire. Tout ce qu'on a dit là avant, c'est une affirmation, c'est un énoncé. Ok? Donc, sur ces deux phrases, on a dit quoi? On a dit que, en fait, ceux qui sont pris dans le cycle des existences, en quoi pourraient-ils bien donner refuge? C'est-à-dire, en quoi pourrait-il être une protection vu qu'ils sont pris dans le cycle des existences? Ça, c'est l'énoncé. Hein? Ok? Et puis ensuite, on dit Techir, c'est pourquoi. Parce que Techir, c'est vraiment c'est ellipse. Hein? C'est-à-dire qu'on cite ce dont on vient de parler. Te, c'est ça. Te, ça veut dire. Te, c'est un démonstratif. Donc, te, ça veut dire ça. Ça que nous venons de dire, hein, bon, c'est moche, mais ça que nous venons de dire, que donc ils n'ont pas l'aptitude à pouvoir être un refuge dans le cycle des existences, vu qu'ils ont les deux pieds dedans. Donc, cela qui vient d'être dit, tir à cause de, parce que, puisque, d'accord. Donc, ceci étant, on pourrait le voir ça, hein, Par conséquent. Par conséquent, absolument, par conséquent, et c'est peut-être encore même mieux, par conséquent, qui que ce soit Kyabna, on a le na c'est si prendre refuge, qui que ce soit qui prend refuge, si on a besoin de protection en fait. Hein, quand la cap, qui que ce soit qui se protège, c'est pourquoi, ou par conséquent, qui que ce soit qui se protège, eh bien, on va avoir besoin des Milue Kuncho, c'est-à-dire des trois rares et sublimes, non trompeurs. Et là, Kyabjo, c'est pour ça que donc, Kyabjo, prendre refuge, est une pratique des filles et fils des vainqueurs. Tu vois, Joël? Parfait, merci. Super, ça éclaire le sens. Ben, très bien. Ben, écoute, oui, Jean-Marc, je t'en prie. Par rapport au T de la troisième phrase. Ouais. Oui, exact.
des fois, quand on écoute des enseignements des maîtres tibétains, souvent on entend téné, téné, téné Téné. en début de phrase, et en fait, Ouais. c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose parce que le téné, c'est donc, c'est comme si tu disais, donc téné, donc de ce fait, et le ce du té, hein, c'est ce qui vient d'être dit, ce qui vient d'être entendu, ce qui vient d'être démontré. Donc, D'accord. dila téné, téné en général, en plus, c'est la contraction de dila téné. Ça veut dire suite à cela, dila téné, hein, dila téné, gna 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 gna. Donc, tu donnes la conséquence de téné. Parce que téné, voilà. Mais téné, c'est aussi ensuite. Ça peut vouloir dire quelqu'un qui, tu parles à quelqu'un, puis ils te disent téné. Et téné, ça veut dire et alors? Tu vois? Et alors? Et D'accord. ensuite? Hein? Et le nez, ça s'écrit comment? Nasane. Nez. Nasane. 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 Na, sa, né. Et c'est logique parce que le nez, c'est ce qu'on appelle le chungkung kida. C'est-à-dire, c'est l'ablatif. Oui, j'ai un doute là, Taco. Mais chungkung kida, ouais, c'est le. Non, c'est pas l'ablatif. Si, quoi, bon, bref. Particule de provenance, ça c'est certain. Et de comparaison. Mais en l'occurrence de provenance. Très bien. Bah écoutez les amis, je pense que, ben oui, on peut même s'arrêter. Pour une fois, on s'arrête à peu près à l'heure, c'est pas mal. Par contre, je viens de prendre conscience que j'ai pas fait la prise de... J'ai fait la prise de refuge au début? Non, j'ai oublié. Mais vous devez me le dire, sinon je risque de sombrer dans les gros trous de mémoire, ça va pas du tout. Alors, on termine avec une dédicace. Sonam diye tam cheze pane tom nenye pe tanam pam jene. Kegana chimbola tupai sipe tsole dova dovarai. Voilà, j'ai complètement du coup, parce qu'on a été pris par tout ça et c'était très bien, mais je vous ai pas présenté la strophe de la leçon. Ça c'est quoi la leçon de la leçon 11. Voilà, vous la découvrirez. De toute façon, elle n'est pas... vous avez l'habitude maintenant, donc il n'y a pas de problème, et puis la prochaine fois, on la travaillera ensemble. Ok? Donc, merci à toutes et tous, et puis voilà, j'arrête l'enregistrement ici. Belle journée.